Août 1942, Afrique du Nord. Sous le soleil brûlant près d'El Alamein, une étrange silhouette était à moitié ensevelie dans le sable. Un char américain M4 Sherman détruit, sa coque calcinée mais toujours reconnaissable. Autour de lui se tenait un groupe d'officiers allemands et d'ingénieurs du corps d'Afrique. Leurs uniformes beiges étaient couverts de poussière. Ils ont fait le tour de l'épave, mesurant l'armure avec des calibres, frappant l'acier avec les articulations gantées, se murmurant les uns aux autres avec incrédulité. « C'est ce que les Américains envoient à la guerre », a ricané l'un d'eux. « Trop haut, trop mince, trop simple. C'est un jouet, pas un char ». Le rire a parcouru le groupe. Pour des hommes qui construisaient et vénéraient des machines comme le Panzer IV et le Tiger, cette machine étrangère semblait absurde, une boîte maladroite sur chenilles, presque civile dans ses proportions. Pourtant, le même rire a résonné dans les centres de recherche à travers l'Europe. Quand les premiers Shermans sont apparus sur le champ de bataille, la presse allemande les a moqués en les appelant des cercueils mobiles. Les commandants de Panzer les voyaient comme des proies faciles. L'idée que ce char d'apparence maladroite puisse défier les légendaires Tigers semblait ridicule, mais l'industrie de guerre cache ses vérités sous la surface. Alors que le vent du désert soufflait du sable fin dans les écoutilles ouvertes du char, l'un des ingénieurs allemands se pencha et examina l'intérieur. Il fronça les sourcils, les commandes étaient étonnamment simples. Les leviers de transmission, les jauges, la radio, tout était clair, standardisé, presque intuitif. Pas de système d'engrenage complexe, pas de pièces sur mesure, juste une conception fonctionnelle. Il a griffonné une note dans son carnet de bord. Disposition de masse intéressante, ressemble au style automobile civil. Il ne le réalisait pas encore, mais ses paroles laissaient entrevoir le secret qui déciderait de la guerre. À Berlin, le commandement militaire restait confiant. Les chars allemands étaient des chefs-d'œuvre, fabriqués à la main, puissants, méticuleusement conçu. Un Tiger I pesait 2 fois plus que cette machine américaine et pouvait la détruire de plus d'1 kilomètre de distance. Mais ce que personne dans cette pièce ne pouvait voir, c'est que le vrai champ de bataille n'était pas fait de sable ou d'acier. Il était fait de chaînes de montage. Au moment d'El Alamein, les États-Unis étaient en guerre depuis moins d'1 an. Pourtant, déjà ces usines se transformaient de la production automobile à la production totale de guerre. Ford, Chrysler, General Motors, des noms qui construisaient autrefois des berlines et des camions, produisaient maintenant des chars, des moteurs et des pièces de rechange à une échelle inimaginable. Chaque Sherman ressemblait au même, parce qu'il était le même. Chaque boulon, chaque maillon de chaîne, chaque levier de commande pouvait être échangé avec un autre construit à des milliers de kilomètres de distance. Les ingénieurs allemands qui regardaient cette épave ne comprenaient pas encore ce que cela signifiait. Ils voyaient la faiblesse où il y avait du génie, et la simplicité où il y avait de la puissance. Un soldat américain a rappelé plus tard « Ils construisaient les Tigers comme des bijoux. Nous construisions les Sherman comme des marteaux. » La différence était philosophique, non mécanique. L'Allemagne croyait que la perfection gagnerait les guerres. L'Amérique croyait que la production le ferait. Et à long terme, la production survit toujours à la perfection. Alors que la nuit tombait sur le désert, une tempête de sable a commencé à se lever. Le Sherman détruit se tenait comme un témoin silencieux d'une vérité à venir. L'avenir de la guerre appartenait non pas à la machine la plus puissante, mais au système qui pouvait la construire, la réparer et la remplacer plus vite que l'ennemi ne pouvait la détruire. Si vous croyez que la victoire appartient au côté avec le type de char le plus puissant, écrivez 1 dans les commentaires, mais si vous croyez que la victoire appartient au côté qui peut construire plus vite qu'il ne se casse, appuyez sur le bouton j'aime. De toute façon, cette histoire vous fera repenser à ce que la véritable puissance ressemblait pendant la Seconde Guerre mondiale. Hiver 1943, Kummersdorf, terrain d'essai au sud de Berlin. Dans un vaste hangar qui sentait l'huile, le fer et la fumée de cigarettes, un groupe d'ingénieurs s'était rassemblé autour d'un char M4A1 Sherman, capturé fraîchement expédié d'Afrique du Nord. Sa peinture vert olive était toujours calcinée par le soleil du désert, ses chenilles bosselées, mais le char était largement intact, un spécimen inestimable pour le bureau de l'armement allemand. Une plaque l'identifiait simplement, char de combat américain type M4. Des projecteurs illuminaient la machine alors que l'ingénieur Oberingenieur Klaus Mittner, un ingénieur principal de Henschel, s'en approchait avec un presse-papier à la main.
Pour lui, cela semblait brut, presque agricole. Les soudures semblaient grossières, l'armure plate et peu sophistiquée. La tourelle coulée presque primitive comparée à la précision angulaire d'une Panther ou d'une Tiger. Pourtant, alors que son équipe a commencé à démonter le char pièce par pièce, cette arrogance a commencé à se dissoudre. La première surprise est venue quand ils ont soulevé le capot du moteur. Dessous se trouvait un Continental R975, un moteur radial refroidi par air conçu à l'origine pour les avions. Mittner a froncé les sourcils. Un moteur d'avion dans un char, c'est de la folie, a-t-il pensé. Mais quand l'équipe l'a démarré, le moteur a rugi immédiatement, lisse et régulier. Pas de fuite de liquide de refroidissement, pas de tuyauterie complexe, pas de retard. La simplicité était frappante. Pas de surcharge d'ingénierie, a crié un jeune assistant au-dessus du bruit. Il démarre plus facilement qu'un Panzer III. Mittner n'a pas répondu, il regardait le support du moteur. Chaque boulon, chaque support, chaque ligne était numéroté. Même les fils des bougies d'allumage étaient étiquetés. Chaque composant était conçu pour être remplacé rapidement, même par des mécaniciens inexpérimentés. Quand ils ont démonté la boîte de vitesse, une autre découverte les a arrêtés net. Le boîtier de transmission portait un numéro de coulée identique à celui d'un autre char capturé, examiné des mois plus tôt en Italie. Dimensions identiques, filetage identique, tolérance identique. Mittner s'est tourné vers son assistant. Cela signifie, a commencé le jeune homme, terminant sa phrase doucement, qu'ils sont interchangeables. Pour un moment, le hangar est devenu silencieux, sauf pour le goutte à goutte de l'huile de la coque démontée. Les Allemands, habitués aux pièces ajustées à la main et à l'usinage personnalisé, regardaient quelque chose d'entièrement différent. Un char construit comme une voiture, pas un chef-d'œuvre, mais en produit. Plus tard cet après-midi-là, ils ont ouvert le compartiment radio. À leur grand étonnement, chaque Sherman était équipé d'un émetteur-récepteur standardisé de longue portée, le SCR 508. Pour l'armée allemande, les radios étaient un luxe. Seuls les chars de commandement en avaient. Ici, même le commandant de char de rang le plus bas pouvait communiquer instantanément. Ils doivent en avoir des milliers, a marmonné un technicien. Mittner l'a corrigé tranquillement. Des dizaines de milliers. Alors que les ingénieurs travaillaient toute la nuit, ils ont noté plus de détails qui défiaient la logique allemande. Les chenilles du Sherman étaient plus légères que celles d'une Panther, mais beaucoup plus faciles à enlever. Sa suspension, basée sur des ressorts à volute verticale, semblait presque comique. Des ressorts simples au lieu de barres de torsion complexes, mais chaque unité pouvait être remplacée en moins d'une heure. Ses écoutilles étaient surdimensionnées pour une évacuation rapide. Son agencement intérieur était conçu pour le confort et l'efficacité de l'équipage plutôt que pour la perfection de la forme. Au matin, le sol du hangar était jonché de composants étiquetés, bras de suspension, entraînement, pignons, boîte de vitesse, boulons arrangés soigneusement dans des plateaux. Un char américain réduit à son anatomie. Et pourtant, l'image qu'il révélait était troublante. Les Allemands ont réalisé que le Sherman n'était pas conçu pour l'excellence. Il était conçu pour la vitesse, la réparation et le remplacement. Mittner a commencé à dicter son rapport. Armure 51 mm frontale, acier incliné, composition inférieure à notre tôle laminée, mais cohérence remarquable. Moteur refroidi par air, fiable, maintenance minimale, arrangements internes simplifiés pour l'exploitation par du personnel d'expérience technique limitée. Il a hésité avant d'ajouter une dernière phrase. La méthode de production indique une adaptation automobile à grande échelle. Cette ligne, plus que le char lui-même, l'a terrifié. L'industrie de guerre allemande était toujours construite autour de l'artisanat. Des usines se spécialisant dans un composant, des techniciens travaillant pendant des semaines sur une seule tourelle. En Amérique, les usines automobiles avaient été converties en usines de chars. Les chaînes de montage ont remplacé les artisans. Chaque partie de ce Sherman était la preuve d'une civilisation qui avait appris à faire disparaître la complexité derrière la simplicité. Quand Mittner a présenté ses conclusions préliminaires à son supérieur, l'Oberst Ernst Richter, le colonel a écouté en silence, son visage impénétrable. Puis il a posé une seule question. « Pouvons-nous le copier ?» Mittner a baissé les yeux. « Pas exactement. Nous pourrions en construire un, oui, mais nous ne pouvons pas en construire 10 000. Pas avec nos outils, pas avec notre main-d'œuvre, pas pendant que les bombardiers sont au-dessus de nous. » Cette nuit-là, Mittner s'est assis seul dans ses quartiers, regardant un petit morceau du char qu'il avait gardé, un boulon américain estampé, parfaitement usiné,
identique à des milliers d'autres qu'il ne verrait jamais. Il la tournait dans ses doigts, s'émerveillant de la précision, de la facilité, de la confiance qu'il représentait. Dans ce simple morceau d'acier, il a vu une vérité qu'aucun général ne voulait admettre. Les Américains ne gagnaient pas par la force, ils gagnaient par la standardisation. Si vous croyez que la véritable arme de la Seconde Guerre mondiale n'était pas le fusil ou le char, mais l'usine, écrivez 1 dans les commentaires. Sinon, appuyez sur le bouton j'aime. Je veux savoir ce que vous pensez qui définit la puissance dans une guerre moderne. Au début des mois de 1944, alors que les Alliés se préparaient à l'invasion de l'Europe, le Sherman avait déjà acquis une étrange réputation parmi ses équipages et ses ennemis. Pour les tankistes américains, c'était le Ronson qui s'allume. Chaque fois, une blague sombre sur sa tendance à prendre feu quand il était touché. Pour les Allemands, c'était simplement le Tommy Cooker. Ils l'ont moqué dans des tracts de propagande, affirmant qu'un seul Tiger pouvait détruire une douzaine de Sherman avant que le premier canonnier américain ne trouve même sa portée. Mais ce que les Allemands ne réalisaient pas, c'est que la véritable force secrète du Sherman n'était pas son armure, ni son canon, ni même les hommes à l'intérieur. Son véritable pouvoir venait du fait qu'il n'était jamais conçu pour être immortel. Il était conçu pour mourir et être remplacé sans fin. À l'arsenal de chars de Détroit, les portes massives de l'usine s'ouvraient chaque matin au tonnerre des machines. Les chaînes de montage roulaient comme des veines d'acier, transportant des coques inachevées à travers des nuages d'étincelles et de sueur. Des femmes en salopette soudaient les plaques d'armure. Des adolescents serraient les boulons. Un nouveau Sherman sortait toutes les 56 minutes. Un historien a écrit plus tard « L'Amérique ne construisait pas des chars. Elle construisait l'idée que les chars ne pourraient jamais manquer. » En 1944, 11 usines à travers les États-Unis produisaient le M4 dans différentes configurations. Coque soudée, tourelle coulée, moteur diesel ou essence, chenilles larges ou étroites, et pourtant chacun d'eux pouvait partager des pièces. Un réducteur final d'un Sherman construit à Lima s'adapterait parfaitement dans une coque construite à Fisher. Une tourelle coulée à Grand Blanc, Michigan, pouvait s'asseoir sur un châssis assemblé en Californie. C'était une guerre modulaire des décennies en avance sur son temps. En contraste, chaque char allemand était pratiquement fabriqué à la main. Le Tiger I nécessitait 300 000 heures de travail pour être construit. Une Panther en nécessitait 150 000. Le Sherman, moins de 50 000, et avec une fraction de l'outillage spécialisé. Où le Tiger exigeait une précision obsessive et des semaines d'ajustement d'essai, le Sherman exigeait seulement la répétition. Ses tolérances étaient plus larges, sa conception indulgente. Les Allemands voyaient cela comme la preuve de l'infériorité. En vérité, c'était du génie. Les ingénieurs américains comprenaient quelque chose que leurs ennemis ne comprenaient pas, que la guerre consomme les machines plus vite que la perfection ne peut les produire. Les composants du Sherman reflétaient cette philosophie. Sa suspension à volute verticale, moquée par les concepteurs allemands comme archaïque, pouvait être réparée sur le terrain avec un pied de biche et 1 heure de lumière du jour. Les roues de route complexes et imbriquées du Tiger, conçues pour une meilleure traction, s'encrassaient de boue et gelaient en hiver. Les équipages Sherman portaient des maillons de chaîne de rechange sur les côtés de la coque. Ils pouvaient les échanger au combat. Le moteur radial refroidi par air du M4, autrefois critiqué comme primitif, continuait à fonctionner dans des conditions qui arrêtaient les moteurs Maybach refroidis par liquide de l'Allemagne. Chaque décision, chaque simplification était un sacrifice de l'élégance pour l'endurance. Sur le plan technique, le Sherman n'était pas un meilleur char, c'était une meilleure idée d'un char. Il n'était pas construit pour dominer un seul duel, il était construit pour survivre à une longue guerre. Le commandement allemand s'est vanté qu'un Tiger pouvait détruire 5 Sherman. Statistiquement, ils avaient raison. Mais l'Amérique pouvait remplacer ces 5 chars en moins de temps qu'il ne fallait à l'Allemagne pour réparer un Tiger. Et quand le 6e Sherman est arrivé, puis le 7e, les mathématiques de la guerre sont devenues inévitables. Ce rythme industriel s'étendait même à la logistique. Chaque Sherman était livré avec des kits d'outils standardisés dans toute l'armée. Les moteurs de remplacement arrivaient préassemblés. Des chaînes cinématiques entières pouvaient être échangées en moins d'une journée. Les mécaniciens n'avaient pas besoin de maîtres artisans, ils avaient seulement besoin d'instructions et d'une clé. Un officier de maintenance en Normandie a rappelé « Nous pouvions reconstruire un Sherman avec les pièces de 3 endommagées avant le coucher du soleil. » C'était la logique de l'usure transformée en art.
la poésie brutale de la guerre totale. Les ingénieurs allemands connaissaient cette vérité, mais étaient impuissants à agir. Les bombardements alliés ont paralysé leurs usines, forcé la production sous terre, fragmenté les lignes d'approvisionnement. Chaque Tiger ou Panther sortait de la salle d'assemblage comme une sculpture, parfait mais condamné. Chaque Sherman détruit, pendant ce temps, était une graine qui se multipliait. À la mi-1944, les États-Unis produisaient 2000 Shermans par mois, plus que la production allemande entière de tous les types de chars combinés. Le Reich était piégé dans une course qu'il avait déjà perdue. Quand les officiers du renseignement allemand ont examiné les rapports de récupération de Sherman, ils ont été stupéfaits. Un seul char pouvait être radié, mais ses composants, blocs moteurs, boîtes de vitesse, périscopes, étaient récoltés et réutilisés. Les Américains ne construisaient pas seulement des machines, ils recyclaient la victoire. Ils traitaient les chars comme des consommables, pas comme des icônes. Un colonel allemand, examinant les données, a secoué la tête et a dit tranquillement « Ils les construisent comme s'ils s'attendaient à ce qu'ils meurent ». C'était le point. Le Sherman était jetable par conception. Il existait pour continuer à avancer, pas pour être préservé. Sa simplicité l'a rendu éternel, parce qu'il pouvait renaître plus vite qu'il ne pouvait être détruit. La perfection meurt avec son créateur, la simplicité survit parce que n'importe qui peut la refaire. Si vous êtes d'accord que la simplicité est la sophistication ultime à la guerre, écrivez 1 dans les commentaires. Si vous pensez que la perfection devrait toujours être l'objectif, appuyez sur j'aime et dites-nous pourquoi. La prochaine partie de cette histoire montrera comment l'obsession de l'Allemagne pour les machines parfaites est devenue sa faiblesse fatale. Printemps 1944, France du Nord. Dans le calme avant l'aube, les moteurs d'un bataillon de Tiger grondaient comme un tonnerre lointain. Chaque machine, 57 tonnes d'acier alimenté par un moteur Maybach de précision, représentait la fierté de l'ingénierie allemande. Les équipages croyaient qu'ils commandaient les chars les plus puissants du monde. Et dans un duel, ils le faisaient souvent. Le canon de 88 mm d'une Tiger pouvait déchirer un Sherman avant que le canonnier américain ne tire même. Son armure pouvait repousser les coups directs qui auraient déchiré d'autres chars. Mais sous cette confiance, une peur différente avait commencé à se propager. Une peur mesurée, non pas en calibre, mais en nombre. Dans les champs près de Verboage, un commandant vétéran de Tiger observait à travers des jumelles alors qu'une formation de chars Sherman avançait à travers la haie. Il n'y en avait pas 5 ou 10. Il y en avait des dizaines s'étendant à travers la vallée comme un mur mouvant. Il ordonna à son canonnier d'ouvrir le feu. Le premier tir détruisit le char de tête. Le deuxième en élimina un autre. Mais alors que la fumée noire s'enroulait vers le haut, d'autres Sherman apparurent derrière eux. Puis d'autres après cela, avançant inexorablement. Ils ne cessaient jamais de venir. Un canonnier allemand murmura en chargeant une autre obus. Au moment où son magasin de munitions était vide, l'ennemi remplissait toujours l'horizon. Cette image, la vague sans fin, était ce qui commençait à briser le moral même des meilleurs équipages de chars allemands. Pendant des années, la propagande leur avait promis la supériorité technologique. Un char allemand en vaut 10 américains, vantaient les affiches. Mais vers le milieu de 1944, les mathématiques ne fonctionnaient plus. Chaque perte de Tiger était un désastre nécessitant des mois de temps de remplacement. Chaque perte de Sherman était un inconvénient remplacé en quelques jours. À l'apogée de la campagne de Normandie, les usines américaines produisaient près de 2500 chars par mois. Toute l'industrie de guerre allemande en produisait moins de 500. Sur le papier, le Tiger restait le char le plus meurtrier d'Europe. En réalité, il était enseveli sous une avalanche d'acier. Dans les rapports de terrain de la 2e division SS Panzer, les officiers ont commencé à noter un modèle étrange. Les batailles qu'ils gagnaient n'avaient plus d'importance. Même après avoir détruit des dizaines de Sherman, ils se sont retrouvés en retraite une semaine plus tard. Non pas parce qu'ils avaient été vaincus tactiquement, mais parce que les Américains avaient déjà remplacé chaque char qu'ils avaient perdu. Un as du Tiger nommé Otto Carius a écrit plus tard dans ses mémoires « Pour chaque Sherman que nous avons détruit, 3 autres ont apparu. Vous pouviez détruire des machines, mais pas les usines qui les ont engendrées. » La différence était philosophique. La conception allemande célébrait la perfection. Chaque composant d'un Tiger était construit à la main, ajusté par des spécialistes, testé individuellement. C'était un objet de fierté. Les Américains traitaient leurs chars comme des outils, imparfaits mais disponibles, standardisés,
réparable, remplaçable. La puissance du Tiger était absolue, mais fragile. Une boîte de vitesse cassée pouvait l'immobiliser pendant des semaines. La boîte de vitesse d'un Sherman pouvait être remplacée en un après-midi. À Berlin, le ministère de l'Armement a reçu des rapports avertissant que l'obsession de la complexité étranglait la production. Albert Speer, ministre de l'Armement d'Hitler, a supplié les bureaux de conception de simplifier. Il a écrit « Nos chars sont des chefs-d'œuvre, mais les chefs-d'œuvre sont lents ». Hitler a refusé. Pour lui, la qualité était une question de prestige. La quantité est le refuge des faibles, a-t-il dit lors d'une réunion. L'ironie était amère. Cette déclaration a condamné le cœur blindé du Reich. Sur les lignes de front, les mécaniciens allemands ont fait face à un type différent de désespoir. Les pièces de rechange étaient rares, et même les composants compatibles entre les modèles de chars étaient rares. Un équipage de Tiger pouvait dépouiller un véhicule endommagé pour récupérer des pièces seulement pour découvrir que les raccords ne correspondaient pas. En contraste, les mécaniciens américains dans les haies de Normandie travaillaient comme des chirurgiens sur une chaîne de montage. Moteurs échangés, chenilles remplacées, radios remplacées, recalibrées, et le char renvoyé au combat en 24 heures. Chaque Sherman détruit revenait comme un nouveau, renaissant du système qu'il avait créé. À la fin de l'été, même les officiers de première ligne comprenaient la vérité. Le capitaine Heinrich Lürser de la division Panzer-Lehr a écrit dans une lettre privée « Nos chars sont magnifiques, mais à quoi sert la magnificence quand l'ennemi ne manque jamais ? Leurs usines sont aussi meurtrières que leurs canons. » Le mythe de l'invincibilité allemande mourait non pas d'une seule bataille, mais de l'arithmétique. Dans l'un de ses derniers rapports avant la percée alliée de Normandie, un colonel allemand désabusé a écrit « Nous combattons contre une économie, pas contre une armée. Nous pouvons détruire leurs chars, leurs avions, leurs hommes, mais pas le rythme qui les remplace. » Ces paroles ont capturé l'essence de l'illusion qui avait défini la guerre de l'Allemagne. Le Reich croyait qu'il pouvait surpasser en construction, et surpasser une nation dont la plus grande arme était l'organisation elle-même. Alors que les Alliés avançaient vers l'Est, les épaves de l'armure allemande bordaient la route, des monuments silencieux à une philosophie qui confondait la perfection avec le pouvoir. Ceux qui ont survécu ont commencé à réaliser la vérité la plus cruelle de toutes. Dans une guerre de machines, l'art meurt rapidement. Seule la production de masse perdure. Si vous avez jamais cru que la perfection garantit la survie, tapez 1 dans les commentaires. Mais si vous pensez que l'adaptabilité et l'échelle gagnent chaque longue guerre, aimez et dites-nous pourquoi. La prochaine partie vous mènera derrière les chaînes de montage qui ont rendu cela possible, où les usines américaines ont transformé la démocratie elle-même en arme. Détroit, 1943. L'air sentait l'huile, l'acier et le café. À l'intérieur de l'usine Ford River Rouge, les étincelles pleuvaient des grues aériennes alors que les coques de chars Sherman inachevées roulaient sur les pistes où les modèles T roulaient autrefois. Le cliquetis des rivets, le tonnerre des presses hydrauliques et le sifflement rythmique des torches de soudage se sont fusionnés en une symphonie mécanique qui ne s'arrêtait jamais. Les États-Unis avaient transformé leur cœur industriel en un arsenal sans précédent. La nation qui construisait autrefois des voitures pour les familles construisait maintenant la liberté en acier. Les usines de Henry Ford n'en étaient qu'une partie. À travers le Midwest, une civilisation de machines était venue à la vie. Cleveland construisait les moteurs. Chicago construisait les transmissions. Pittsburgh versait l'acier. La Californie assemblait les chars finaux pour le service dans le Pacifique. Même dans les petites villes, les ateliers d'usinage travaillaient 24 heures sur 24, usinant les roulements, les supports de canons et les plaques d'armure. À la fin de 1943, les États-Unis avaient mobilisé 18 millions de travailleurs pour la production de guerre, près d'un tiers de sa force de travail entière. 2 millions d'entre eux étaient des femmes. Elles soudaient les coutures, coupaient l'acier, inspectaient les engrenages et testaient les moteurs qui rugissaient comme le tonnerre à travers les hangars d'usines. Les affiches les appelaient Rosie les riveteuses. Mais pour les hommes au front, elles étaient des alliés invisibles qui remplaçaient le désespoir par des renforts. À l'arsenal de chars Chrysler à Warren, au Michigan, le processus était une pure chorégraphie. Un char entrait dans la ligne comme un squelette d'acier. 90 minutes plus tard, il sortait de l'autre extrémité sous sa propre puissance. En février 1943 seul, l'usine a produit 100 Sherman, plus que l'Allemagne ne pouvait produire de tous les véhicules blindés ce mois-là combinés. Les travailleurs peignaient des messages sur les murs avant de les expédier à l'étranger. Pour Berlin, pour les gars, continuez à rouler. Ce n'était pas seulement la production, c'était la conviction coulée dans le métal. Ce qui l'a rendu possible était le génie de la standardisation. Chaque usine américaine utilisait les mêmes plans,
les mêmes numéros de pièces, les mêmes spécifications. Un mécanicien en Normandie pouvait ouvrir une caisse de Détroit, remplacer une boîte de vitesse et le char se déplacerait à nouveau sans ajustement. Les ingénieurs du Reich, travaillant toujours avec l'artisanat sur mesure, étaient piégés dans un labyrinthe de leur propre perfection. Les Américains avaient transformé la simplification en stratégie. Sur le sol de l'usine Ford, les gestionnaires ont installé des systèmes d'horloge qui suivaient chaque étape de la production. Soudage, rivetage, assemblage, test. Si une ligne ralentissait, une autre prenait le relais. Rien ne s'arrêtait. Même les équipes de maintenance travaillaient par quart pour réparer les machines tandis que la production continuait. Un ingénieur se souvenait. « Nous avons fonctionné pendant 30 mois sans une seule journée de pause. Le résultat était stupéfiant. » Vers le milieu de 1944, les États-Unis produisaient un Sherman toutes les 30 minutes. Pour alimenter cet empire de machines, l'Amérique fondait, raffinait et transportait les ressources à une échelle que l'Axe ne pouvait pas comprendre. Les Grands Lacs transportaient 80 millions de tonnes de minerais de fer vers les hauts fourneaux de Pennsylvanie et d'Ohio. Les réseaux ferroviaires déplaçaient 10 000 moteurs de chars par mois. Les navires de fret livraient l'acier aux chantiers navals et aux usines d'avions simultanément. C'était un orchestre de logistique où chaque usine jouait son rôle en temps parfait. À Washington, Franklin Roosevelt l'appelait l'arsenal de la démocratie. Mais pour les Allemands qui lisaient les rapports de renseignement, cela ressemblait à un cauchemar industriel devenu réalité. Dans un rapport déclassifié capturé en 1945, un analyste de la Wehrmacht a écrit « Les Américains produisent comme si les machines elles-mêmes étaient vivantes. Leurs usines ne se reposent pas et leur production est au-delà du calcul. » En même temps, les États-Unis avaient résolu un autre problème que l'Allemagne ne pouvait jamais résoudre, la maintenance en mouvement. Les dépôts de terrain expédiaient les pièces de rechange dans des caisses standardisées étiquetées avec des pictogrammes pour que les soldats puissent les identifier sans lire. Les unités de réparation mobile suivaient les divisions à travers l'Europe. Un camion transportait les moteurs, un autre les transmissions, un autre l'équipement de soudage. Chaque char endommagé était un problème temporaire, pas une perte permanente. En contraste, le cœur blindé de l'Allemagne avait des chars cassés à des centaines de kilomètres en arrière vers des usines déjà sous bombardement. Le contraste allait plus profond que le matériel. C'était philosophique. La production de guerre américaine n'était pas seulement une question de construire des choses, c'était une question de construire des systèmes. Le Tiger pouvait être plus fort, mais sa force vivait et mourait avec chaque char. Le Sherman était un nœud dans un réseau, remplaçable, prévisible, infiniment reproductible. Les États-Unis ne construisaient pas des armes, ils construisaient les moyens de construire des armes. Et cela a changé les règles de la guerre à jamais. Sur le sol de l'usine, une superviseure nommée Helen Walker s'essuya le front alors que le dernier Sherman sortait de la chaîne. La sirène sonna un signal d'achèvement. Des centaines de travailleurs s'arrêtèrent un moment pour regarder la machine se déplacer sous sa propre puissance pour la première fois. Quelqu'un a commencé à chanter « Que Dieu bénisse l'Amérique ». Le reste a suivi. Ce n'était pas une cérémonie, c'était de l'élan. Chaque char expédié ce jour-là signifiait un équipage de plus en Europe qui n'aurait pas à combattre les mains vides. Pendant ce temps, en Allemagne, les ingénieurs étudiaient les manuels de production américains capturés, essayant de comprendre comment une telle cohérence était possible. L'un d'eux a noté amèrement « Ils ont des ingénieurs qui conçoivent des machines, nous avons des artistes qui conçoivent des monuments. » Il n'avait pas tort. La chaîne de montage américaine était la démocratie rendue mécanique, imparfaite, bruyante, mais irrésistible. À l'été de 1944, alors que les Alliés débarquaient en Normandie, la production de ces usines inondait le continent européen. Des rangées de chars Sherman sortaient des navires de transport et traversaient le sol français, identiques comme des jumeaux, leurs moteurs bourdonnant à l'unisson. Pour chaque char perdu, 2 autres arrivaient. Pour chaque pont détruit, un bataillon d'ingénieurs en construisait un autre. L'Allemagne combattait toujours des batailles. L'Amérique combattait avec la logistique. Si vous croyez que le pouvoir réside non pas dans le génie mais dans l'organisation, tapez 1 dans les commentaires. Si vous pensez que la créativité peut toujours vaincre la machine, aimez, je veux entendre vos pensées. Automne 1944, le Reich brûlait de Hambourg à Munich. Les ciels nocturnes brillaient d'orange à la lumière des bombardiers alliés. Les usines qui résonnaient autrefois du bourdonnement des machines fumaient maintenant en silence. À l'intérieur d'un bunker à l'extérieur de Berlin, un groupe d'ingénieurs et d'officiers supérieurs se rassembla autour d'une table en bois. Parmi eux se trouvait l'Oberingénieur Heinz Knipkamp, l'un des hommes responsables des conceptions Tiger et Panther, la fierté de l'ingénierie allemande.
Sur la table se trouvaient les derniers rapports de renseignement du front. Ce qu'il a lu cette nuit-là resterait avec lui pour le reste de sa vie. Le premier rapport provenait de Normandie. Les forces américaines avaient débarqué en juin avec plus de 4000 chars. En août, malgré la perte de centaines, leur nombre total avait augmenté. Knipkamp a lu la ligne 2 fois, pensant que c'était une erreur d'impression. « Ils ont perdu, et pourtant ils en ont plus », murmura-t-il. Un officier de logistique l'a confirmé. Les divisions de remplacement arrivaient plus vite que les unités allemandes ne pouvaient se retirer. De nouveaux Sherman frais des usines américaines sortaient des péniches de débarquement quotidiennement. « Ils combattent une guerre ici », a dit l'officier tranquillement, tout en construisant une autre à la maison. Knipkamp s'enfonça dans sa chaise, l'air épais de l'odeur de la fumée et du café refroidi. Autour de lui, ses collègues se disputaient à voix basse et fatigués. L'un a blâmé les bombardements, un autre a blâmé l'obsession d'Hitler pour les armes miraculeuses. Mais au fond, chaque homme dans cette pièce connaissait la vérité. L'Allemagne ne perdait pas face à de meilleures tactiques ou à des soldats plus braves. Elle perdait face à l'arithmétique. Plus tard cette soirée, Knipkamp se tourna vers son assistant, un jeune ingénieur nommé Dieter, et lui remit un dossier. « C'est une analyse de production », dit-il. À l'intérieur se trouvaient des tableaux comparant la production mensuelle de chars. Allemagne, 600 Panthers, 150 Tigers. États-Unis, 2500 Sherman. Pourquoi 500 destroyers de chars, 5000 avions. Regardez ceci, murmura-t-il. Ils fabriquent des moteurs plus vite que nous ne pouvons fabriquer des boulons. Dieter n'a pas répondu. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Dans une autre partie de Berlin, Albert Speer, le ministre du Reich pour l'armement, avait son propre moment de reckoning. Ses officiers de renseignement venaient de lui remettre un rapport capturé du département de la guerre américain intitulé « Statistiques de production des véhicules blindés américains ». Il détaillait la production de chaque usine américaine, l'usine du Michigan de Ford, les travaux de Cleveland de General Motors, l'arsenal de Warren de Chrysler. Au bas de la page, un chiffre se démarquait. Total des chars M4 Sherman produits en 1944, 40 000. Speer posa le papier et dit tranquillement « Ce n'est plus la guerre, c'est l'abattage par l'industrie ». Il a écrit dans son journal personnel cette semaine-là « Nous étions des artisans combattant une civilisation d'ingénieurs. Chaque fois que nous faisions quelque chose de parfait, il faisait 10 choses assez bonnes. Pour la première fois, l'homme qui avait organisé la puissance industrielle de l'Allemagne a admis que le système ennemi, pas son génie, déciderait de la guerre. À Kummersdorf, la même installation où les ingénieurs avaient autrefois démonté le Sherman capturé, les derniers techniciens survivants démontaient maintenant leur propre travail. Les coques de Panther gisaient à moitié finies sous les bâches. Les camions d'approvisionnement restaient inactifs, faute de carburant. Un mécanicien a plaisanté amèrement. « Nous devrions commencer à construire des chariots. Au moins, ils n'ont pas besoin d'essence. » Personne n'a ri. Le bruit de l'artillerie lointaine leur rappelait à quel point le front s'était rapproché. Knipkamp a passé cet hiver à rédiger un mémorandum interne qu'il n'enverrait jamais. Dans celui-ci, il décrivait les leçons qu'il croyait que l'Allemagne avait ignorées. Nous avons adoré la perfection. Les Américains ont adoré le processus. Ils pouvaient se permettre d'échouer parce qu'ils pouvaient reconstruire. Nous ne pouvions pas. Il a écrit sur la complexité du Tiger, comment une seule chenille cassée pouvait immobiliser une unité pendant des jours, et l'a comparé à la conception brute mais fonctionnelle du Sherman. Ils ont conçu pour le mécanicien moyen. Nous avons conçu pour les dieux. Au début de 1945, même le cercle intérieur d'Hitler avait commencé à saisir l'ampleur du désastre. Quand Speer a présenté ses données de production en janvier, Hitler l'a rejeté comme de la propagande défaitiste. « Nos nouveaux chasseurs à réaction inverseront tout », a-t-il déclaré. Speer n'a pas argumenté. Il a simplement plié les papiers et est parti. Il connaissait la vérité. Aucune quantité d'innovation ne pouvait compenser une nation qui manquait de pétrole, d'acier et de temps. En mars, un rapport du front décrivait une bataille près de Remagen. Un Tiger II, l'un des chars les plus redoutables d'Allemagne, a détruit 12 Sherman avant d'être touché. L'équipage a survécu, mais le char a rompu une chenille lors de la retraite et a dû être abandonné. Lorsque les ingénieurs américains l'ont examiné, ils ont noté l'usinage exquis de ses composants.
chaque engrenage et chaque boulon poli à la perfection. L'un d'eux a écrit avec admiration « C'est magnifique, mais impossible à produire en masse ». L'ironie était complète, la perfection même qui avait autrefois symbolisé la force allemande était devenue sa faiblesse. Alors que les Alliés traversaient le Rhin, Ganipamp se tenait dans les ruines de son bureau, feuilletant un rapport final. Le Reich avait produit un peu moins de 50 000 chars pendant toute la guerre. L'Amérique en avait produit plus de 88 000, et la Grande-Bretagne et l'Union soviétique des dizaines de milliers de plus. « Nous avons été dépassés par les mathématiques », dit-il doucement. Cette nuit-là, il sortit. Au loin, il pouvait entendre le grondement lointain de l'artillerie, et sous celui-ci, quelque chose d'autre, le bourdonnement incessant des moteurs, des camions américains, des chars et des avions, des milliers d'entre eux, se déplaçant comme une seule marée mécanique. Il réalisa alors que ce n'était pas seulement l'Allemagne qui avait perdu, c'était le vieux monde lui-même. L'âge de l'artisanat était mort sous le poids de la production de masse. Si vous croyez que la perfection est fragile et que la résilience gagne les guerres, tapez 1 dans les commentaires. Si vous pensez que la maîtrise peut encore vaincre la machine, aimez, je veux entendre vos pensées. En mai 1945, les canons de l'Europe s'étaient tus dans les villes dévastées d'Allemagne. L'air portait encore l'odeur métallique de la fumée et de la défaite. Des colonnes de chars capturés se tenaient immobiles le long des routes. Des Tigers et des Panthers brisés. Leurs moteurs saisis, leurs chenilles déchirées. À proximité, des Shermans américains roulaient, poussiéreux mais vivants, leurs moteurs toussant au rythme régulier à la lumière de l'aube. La guerre qui avait commencé par des rires face à un char américain maladroit s'était terminée avec cette même machine garée au cœur de Berlin. Dans les jours qui ont suivi, les ingénieurs alliés ont visité ce qui restait de l'industrie de guerre allemande. À l'intérieur des usines bombardées, ils ont trouvé des outils de précision enfouis dans les décombres, des plans incomplets pour de nouveaux chars, et les épaves d'un système qui avait essayé de surpasser le monde mais ne pouvait pas le surpasser en production. Un officier américain a écrit chez lui « Leur machine était brillante, mais ils n'ont jamais compris la puissance d'une usine qui ne dort jamais. » Dans un centre d'interrogatoire près d'Augsbourg, Heinz Kipkamp était assis face à un officier du renseignement technique américain. Le jeune américain a posé un seul boulon d'un char Sherman sur la table et a demandé « L'Allemagne aurait-elle pu fabriquer ceci ?» Kipkamp l'a pris dans sa main, étudiant les filetages nets et l'usinage uniforme. « Bien sûr, a-t-il répondu. Nous aurions pu en fabriquer un. » L'officier a souri. « Nous en avons fabriqué 1 million. » Kipkamp a reposé le boulon et a hoché la tête lentement. « Alors vous avez déjà gagné 2 fois. D'abord sur le champ de bataille, puis à l'usine. » À Washington, quelques mois plus tard, un ingénieur américain a donné une conférence sur la production en temps de guerre. Sur l'écran derrière lui sont apparues 2 silhouettes, le Tiger et le Sherman. Il a pointé du doigt le Tiger. C'était le chef-d'œuvre, a-t-il dit. Précision, complexité, puissance. Puis il a pointé du doigt le Sherman. C'était l'idée, simple, réparable, répétable. Nous n'avons pas construit des chars. Nous avons construit un système qui pouvait les remplacer plus vite qu'ils ne pouvaient être détruits. Cette philosophie, la conviction que le pouvoir vient non pas de la perfection mais de l'adaptabilité, avait défini l'issue de la guerre. Les ingénieurs allemands avaient poursuivi l'immortalité par la conception. Les ingénieurs américains ont poursuivi l'endurance par la réplication. L'un a créé des légendes, l'autre a créé l'histoire. Aujourd'hui, un seul Sherman survivant se tient dans un musée à Bastogne. Son blindage cicatrisé, sa peinture fanée par le temps. Les visiteurs le contournent en silence, lisant la plaque sous ses chenilles, produite en masse pour la liberté. Peu réalisent que l'histoire de ce char ne concerne pas le métal ou la machinerie, mais l'état d'esprit, la compréhension que la survie appartient non pas aux sans défaut, mais aux flexibles. Lorsque les ingénieurs allemands ont disséqué leur premier Sherman capturé, ils croyaient examiner un ennemi inférieur. Ce qu'ils disséquaient vraiment, c'était un miroir de leur propre avenir. Un avenir où l'innovation ne serait plus mesurée par la brillance d'une seule conception, mais par l'ampleur d'un système entier. Le Tiger était le dernier grand monument de l'âge artisanal. Le Sherman était le héros de l'ère industrielle. Pour les hommes qui ont combattu à l'intérieur, aucune machine n'était parfaite. Pour les équipages allemands, le Tiger semblait invincible jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Pour les équipages américains, le Sherman semblait jetable jusqu'à ce qu'il sauve leur vie. Les 2 machines exigeaient du courage et les 2 sont devenues des légendes. Mais quand l'histoire a compté le coup,
Ce n'était pas le courage qui a décidé la victoire, c'était la capacité. Alors que le crépuscule tombe sur le sol du musée, la coque olive du Sherman capture la dernière trace de lumière. Dans cette lueur réside la leçon silencieuse d'un siècle, que la force n'est pas l'absence de faiblesse, mais la capacité à se rétablir plus vite qu'on ne tombe. Si vous croyez que les systèmes, non, les symboles définissent l'avenir, tapez 1 dans les commentaires. Si vous pensez toujours qu'une seule création parfaite peut tout changer, aimez. Je veux entendre vos pensées. Et si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées des machines, des personnes et des moments qui ont façonné la Seconde Guerre mondiale, assurez-vous de vous abonner. Parce que l'histoire ne se répète pas, elle se révèle.